la communauté qui achète Elon Musk, elle est prête à payer ça on le sait. Ce sont des groupies, en fait, en quelque sorte. C'est un pari il est tellement extraordinaire comme personnage qu'il ne peut pas rater ce qu'il entreprend. Donc, il y a une espèce de croyance, un truc un peu religieux il ne faut pas parier contre Elon Musk. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est l'heure d'ouvrir notre page économie, notre page analyse de l'actualité avec notre invité Alexandre Baradès. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine. Merci beaucoup Alexandre d'être avec nous ce matin, comme souvent. Je vous remercie très sincèrement d'être avec nous dès que vous le pouvez. Vous êtes Chief Market Analyst chez IGE, avec nous pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est inévitablement la politique monétaire américaine. Kevin Warsh, qui a tenu sa première conférence de presse hier. Ce qu'il en ressort, à la fois beaucoup et rien, en fait, en réalité. C'est-à-dire qu'il a 2 fois moins parlé que ce prédécesseur, mais il a été beaucoup plus précis d'une certaine façon. Oui, déjà dans le communiqué, ça débat dans le communiqué. On a vu le précédent communiqué, le nouveau communiqué. En gros, 3/4 du communiqué est rayé. Il reste une dizaine de lignes, quinzaine de lignes, qui sont effectivement qui sont assez vagues finalement. Et c'est volontaire. C'est la patte de Kevin Warsh, c'est d'expliquer qu'il n'y aura plus de forward guidance. En gros, la forward guidance, ça ne fait plus à l'oral de projection sur ce qu'on fera peut-être sur les taux dans quelques mois. Alors, il dit ça, mais il y a toujours ces fameuses projections. On sait qu'elles sont faites une fois par trimestre. Et ces projections, c'est des projections en termes de taux attendus, les projections les dot plots, c'est ça. Les fameux dot plots. En gros, ils disent ce qu'ils attendent de l'inflation, de l'emploi et de la croissance en fin d'année. Et ça nous permet de voir dans le FOMC qui est favorable à une hausse de taux, qui ne l'est pas. Et ce qui est ressorti hier, c'est que grosso modo, la moitié des membres du FOMC veulent une hausse de taux, l'autre moitié n'en veut pas. Et Kevin Warsh dit un truc intéressant. Il dit que à la réunion de ces derniers jours, personne n'était vraiment partant pour relever les taux. Par contre, donc c'est effectivement des projections. C'est en gros si l'inflation continue d'accélérer ou reste là de 4%, il faudra relever les taux, mais c'est pas un besoin immédiat délai non plus. Donc je trouve ça assez intéressant. Il y avait quand même malgré tout quelques précisions. Et puis le gros changement, c'est qu'il va créer, c'est pas le gros changement, des task force, il appelle ça donc des groupes de travail, des sortes de commissions à l'intérieur de la Fed qui vont inclure des membres de la Fed économistes et non économistes, et ils vont faire des préconisations sur comment changer les choses. Donc alors, est-ce que c'était pas un moyen de ne pas répondre aux questions qui lui dépassaient? Je crois pas. Je crois vraiment qu'il veut un peu refondre l'institution, il veut la changer, il veut la moderniser. Voilà, peut-être selon ces termes, je sais pas si c'est ce mot-là, mais c'est sa volonté. Il veut changer à la fois la communication, l'approche du bilan financier. Ça, c'est quelque chose d'assez sensible parce que le bilan, ça joue un rôle important. Il veut changer les questions de tout ce qui est projection également. Voilà, donc j'ai oublié les 2 autres, mais notamment, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, on sait tous, la Fed a 2 missions, l'emploi, l'inflation. Lui, il va se concentrer sur l'inflation. L'emploi, il le met de côté. Oui, il dit qu'en tout cas, à ce stade, l'emploi ne nécessite aucune mesure particulière. Voilà. Il a raison, d'une certaine façon. Il a complètement raison, parce que l'emploi est résilient. 4,3% de taux de chômage. La création d'emploi, on les a vus toujours cette fois-ci au-delà de 100 000, donc c'était plutôt un bon chiffre. Et il a rappelé par contre, et ça c'était important pour le marché, c'est de voir quelle est la position par rapport à l'inflation, parce qu'on sait que derrière ça, il y a Donald Trump qui regarde aussi et qui écoute. Et là, il a été très catégorique. Ça, je trouve ça assez intéressant et assez clair comme message. Plusieurs fois, il a rappelé qu'en gros, la Fed c'était son mandat, que tant qu'on n'était pas l'objectif, il n'y avait pas de raison de changer le mandat. Donc pour l'instant, le mandat, ça reste 2% et qu'il fallait y aller. Voilà. Donc, je trouve que le marché, et on l'a vu réagir le marché, vous avez vu les premières réactions, les taux sont un petit peu retendus, le dollar a grimpé, et les marchés actions n'ont pas trop aimé ce premier discours parce que justement, on pouvait attendre à un peu moins explicite sur l'inflation, à regarder un peu plus à long terme les choses pour justement accommoder un peu Trump, laisser entendre qu'il y aura des baisses de taux à un moment donné. Il n'est pas revenu sur ce terrain-là. Il n'a pas dit qu'il y aura à un moment donné des baisses de taux. C'est en gros, il faut revenir à 2% d'inflation. Si donc, ça sous-entend, s'il faut laisser les taux au niveau actuel, voire les remonter, il ne l'a pas dit comme ça, mais au moins les laisser sur le niveau actuel, c'est ce qu'il fera. Juste une remarque de marché cette fois-ci. On voit que sur les taux, ce qui est sensible, c'est la courbe de taux. Il y a les taux donc à très court, 6 mois, 1 an, etc. Et puis les taux plus longs, 10 ans, 20 ans, 30 ans. On voit que ces derniers jours, et hier encore, c'est les taux courts qui ont accéléré. Les taux courts, on rappelle, c'est les plus sensibles à l'inflation, aux pressions sur les prix. Donc, avoir des taux courts qui montent plus vite que les taux longs, c'est que le marché, et on l'a vu hier, il anticipe en tout cas que la Fed va pas être accommodante. Ça, c'est très clair tout de suite, qu'elle changera pas sa politique tout de suite. Et c'est ça qui fait impression un peu sur le marché action. Si les taux courts continuent de grimper, ça influence les conditions de financement, conditions de crédit, etc. Et ça, c'est un vrai sujet. Il en a parlé, je ne vais pas faire trop long, mais il a parlé des rapports avec le Trésor américain. Parce qu'on sait que les deux combinent en ce moment. Le Trésor ne veut pas emprunter à trop long terme parce que c'est très cher, il préfère emprunter à court terme. Mais s'il emprunte beaucoup à court terme, il faut que ce marché soit liquide. Et c'est là que la Fed achète un petit peu d'obligations à court terme. C'est ça. Alors vous nous dites, Alexandre, que les marchés finalement price une inflation toujours assez importante. Oui.
Pourtant, alors on va pas parler géopolitique tout de suite, mais les cours du pétrole se sont nettement repliés depuis quelques jours. Du coup, par la force des choses, l'inflation va venir d'où ? Elle vient d'où actuellement ? Il a parlé d'intelligence artificielle en disant que la demande en centre de données alimenterait l'inflation. C'est ça qui... Il a parlé effectivement d'IA, mais si on prend l'évolution récente de l'inflation, elle arrive surtout de l'aspect bonne tenue de l'économie américaine. On voit qu'avant la guerre en Iran, il y avait déjà une inflation assez nettement sous l'objectif. Donc la Fed ne baissait pas depuis quelques temps à cause de ça. Donc la dynamique économique américaine est toujours là. Deuxième élément, certains membres de la Fed en avaient parlé, c'est les droits de douane qui alors ça va s'estomper dans le temps, mais qui amène toujours un effet 0,5-0,7% de l'inflation PCE qui est due aux droits de douane. Et puis effectivement, plus récemment, sur les 3-4 derniers mois, là c'est le gros catalyseur, c'est effectivement la guerre en Iran. Donc c'est très clair que si le pétrole, et c'est le cas depuis quelques jours, on a lâché, j'ai regardé, 35% depuis le pic du pétrole, et on se trouve à $10 aujourd'hui, des niveaux pré-guerre en Iran. Donc je dirais entre 70 et $80 pour le baril américain, il y a beaucoup moins de problématiques inflationnistes. Et ça, tous les gros indices de prix qu'on a vu ces dernières publications, prix à l'importation, prix à la production et inflation, on voit que ça a vraiment accéléré depuis le début de la guerre en Iran. Donc l'effet lié au pétrole est évident. Donc si ce pétrole ne repart pas, s'il y a bien un accord et que tout se calme définitivement, mais je ne vois pas de raison. Je pense qu'on est très proche de la bosse d'inflation et ensuite ça va redescendre. Alors, peut-être un petit plateau et ça redescend, mais je ne crois pas qu'on puisse encore filer beaucoup plus haut. Mais alors pourquoi pricer nos autos avant la fin de l'année ? Alors, c'est parce que on est quand même sur une inflation globale aujourd'hui aux États-Unis qui est à 4,2%. Et encore une fois, l'inflation PCE, qui est l'inflation principale mesurée par la Fed, elle est toujours dans des zones, alors selon la mesure PCE ou corps PCE, grosso modo, qui est sous-jacente, c'est toujours plutôt dans la zone de 3%. Et l'objectif, c'est 2%. Et donc, encore une fois, je pense qu'il y a aussi peut-être un peu de posture, un peu comme la BCE. La BCE, elle a fait sa hausse de taux, mais la posture qu'on a eue après l'accord en Iran ou l'annonce de l'accord, plusieurs membres de la puissance ont dit non, mais on ne va pas s'arrêter là, grosso modo, on va rester vigilant. Je pense qu'il faut distinguer ce qui est de la posture et du message qu'on envoie au marché pour la crédibilité. Souvent, les banques centrales parlent de ça, de la crédibilité. Ouais, sûr, donc, il faut laisser entendre au marché que l'on est vigilant sur l'inflation. Même si on ne le fait pas, et que ça retombe d'ici là, on aura le temps de voir, mais il faut laisser entendre au marché qu'on est prêt à appuyer sur le bouton si l'inflation ne redescend pas dans les mois qui viennent. La BCE, vous parlez de la BCE, Alexandre, en disant qu'effectivement, là, actuellement, la crédibilité c'est une variable extrêmement importante pour les banques centrales. La Banque centrale européenne a perdu un peu de crédibilité en augmentant ses taux la semaine dernière, en supposant que la guerre en Iran allait continuer et que l'inflation liée à l'énergie allait augmenter. Moi, je trouve que personne n'a trop compris pourquoi ils ont fait ça, même si on reste dans un niveau encore un peu neutre malgré tout. Mais oui, alors c'est vrai qu'on est passé de 2 à 2,25. On a une inflation qui est aujourd'hui, l'inflation sous-jacente en euros, c'est 2,50. Donc oui, au taux, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est de laisser entendre qu'on puisse encore relever à la rentrée. Et on laisse le marché anticiper parce qu'on sait que les banquiers centraux, c'est ça leur job entre les réunions, quand ils s'expriment, c'est pour orienter le marché. S'ils ne changent pas, et la BCE voit très bien que la position des instruments financiers, monétaires notamment, intègre aujourd'hui l'idée de 2 à 3 hausses cette année, incluant donc celle qu'on a vue il y a quelques jours. Donc, si la BCE voulait changer ça, il suffirait de 2-3 speakers et ça changerait. Donc, et un membre de la BCE, je ne sais plus lequel, avait dit, en gros, c'est Philippe Lane, le chef économiste, il avait dit, on n'aura pas besoin de changer pour l'instant les anticipations de marché. Donc, c'est quand même assez étonnant. Alors, je trouve ça dangereux parce que la croissance en zone euro va être probablement inférieure à 1% cette année, la croissance française révisée à la baisse, croissance allemande divisée par 2. On se dit pourquoi dans un environnement comme ça, qu'est-ce qui justifie de relever les taux alors que c'est un problème qui est exogène, c'est un problème qui est détroit d'Ormuz et supply chain. C'est pas une demande qui est forte, c'est pas des salaires qui progressent trop fortement, donc c'est pas lié à l'activité, à la dynamique économique, à l'activité de consommation. Donc c'est en ça qu'effectivement on peut ne pas la comprendre. Moi je la comprends pas et je suis assez étonné en plus de voir les pays du Nord qui sont ceux qui ont des croissances, notamment l'Allemagne, toujours un peu faiblardes, être assez chaud pour ces hausses de taux alors qu'au contraire ils auraient besoin d'un environnement un peu plus fluide, un peu plus souple. Donc je pense que c'était une erreur. C'est pas l'erreur à la tricher d'il y a quelques années, mais c'était pas nécessaire, je pense, par rapport à l'activité. Il n'y avait pas une urgence particulière, il n'y avait pas une raison particulière. On va parler un peu géopolitique. Alors on l'a tous compris, ce qui a été signé entre les États-Unis et l'Iran, c'est un papier sur lequel ils se disent que potentiellement ils vont négocier éventuellement ensemble. Ceci étant, ils sont d'accord sur rien. On ne sait pas, a priori, on ne sait même pas s'ils ont lu le même papier. Ceci étant, les marchés ont pricé un début de cessez-le-feu, même quasiment un cessez-le-feu, une réouverture du détroit d'Ormuz dès demain, selon Donald Trump. C'est pas un peu présomptueux quoi ? Alors, disons qu'il y a eu tellement de coups d'épée dans l'eau, tellement de faux messages volontairement d'ailleurs adressés au marché pour influencer les cours du pétrole. Ça, Trump a été là-dessus assez habile, il faut dire ce qui est. Alors après, en tant qu'investisseur, on peut dire mais c'est une manipulation, ce qui est vrai. C'est totalement une manipulation. La manipulation crasse et même assez inacceptable, mais c'est vrai que ça a limité la hausse des prix de l'énergie, etc. Donc, il est arrivé à ses objectifs. Je pense que maintenant, il a
tellement comme vous dites, c'est Donald Trump. Il s'est tellement mis dans un bourbier et avec des risques, on a eu des risques militaires sur le terrain qui, à mon avis, ils ont de la chance avec le pilote et autres qui ont récupéré. Je pense qu'il était un peu vacciné de l'envie de remettre ça sur la table. Donc, encore une fois, ne jamais dire qu'on est sûr de ce qui va se passer, mais on a quand même l'impression cette fois-ci que il y a tellement de gens mobilisés autour de ça, les pays du Golfe également, il n'y a pas seulement les États-Unis, il y a tous les pays aussi voisins de l'Iran qui n'ont pas envie de reprendre ce qu'ils ont pris pendant 3 mois. Donc, tout le monde a envie que ça s'arrête et probablement des concessions ont été faites ou vont être faites. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que. Alors, encore une fois, il ne faut pas que ça capote parce que, effectivement, Israël ne serait pas d'accord avec ça et décide de remettre en place les choses, mais l'impression que j'ai, c'est que plus personne n'a envie de ça. Et si en plus l'Iran arrive à tirer la couverture avec des fonds, etc., et puis peut-être une espèce de péage ou autre, voilà. Donc je trouve que le pétrole redescend très vite quand même. Trop vite. Ouais, mais à la fois, avant la guerre en Iran, il était dans des zones entre 50, 60 et 65 exactement. Donc, regardez même les $35 le baril, pour tout dire. Alors ça, j'y croyais moins. Certains, en début d'année, parlaient de 35. Goldman Sachs, économique. Il a fallu beaucoup de frais économiques pour la 35. Puis même pour les producteurs américains, c'est pas plus rentable du tout. Donc, non, le pétrole est très vite redescendu. Je suis en revanche étonné, c'est ça la distinction, entre les taux qui descendent. En Europe, ça va. Aux États-Unis, les taux restent élevés. Vous voyez, c'est ça que je trouve assez étonnant. Le 10 ans, donner quelques repères. Avant la guerre en Iran, le 10 ans américain, il était à 4%. Au pic du stress guerre en Iran, 4,70. Et là, on est à 4,45 à peu près ce matin, je pense. Donc, vous voyez, on n'a pas. Alors que le pétrole a retracé 75% de ce qu'il a pris à la hausse, les taux longs américains ont du mal à se détendre. Donc, probablement, c'est question d'inflation, c'est question d'incertitude sur la Fed. Mais. Sur la croissance, peut-être, parce que finalement, s'il y a cette hausse de taux qui est pricée par le marché, c'est autant de pouvoir d'achat en moins pour les ménages américains, finalement. Oui, mais c'est des taux hypothécaires qui vont rester élevés, des taux de carte de crédit qui vont augmenter. Oui. Ah oui, c'est clair. Ça va avoir un impact sur la croissance. Mais dans ce cas, les taux longs, si vraiment on commence à avoir des environnements monétaires qui deviennent trop dangereux, et hier, Borch a dit l'inverse. Il dit, en gros, les taux, la politique est restrictive seulement pour l'immobilier. On a l'impression. Il a dit ça comme ça. Il dit, les marchés financiers, en gros, pour eux, ça ne change rien. Il dit, par contre, c'est l'immobilier pour qui et donc, c'est là qu'il a dit, il peut peut-être faire des choses pour, effectivement, peut-être distinguer un peu les deux. Donc, je suis assez dubitatif. Pourquoi les taux américains ne descendent pas plus vite que ça? Et en tout cas, pour la partie européenne, je pense, en revanche, ça c'est le message, c'est que une fois que ce frein, c'est ça le frein de l'Europe. En début d'année, ça allait à peu près bien sur l'Europe, pour l'Allemagne, pour la France. Il y a toujours des questions budgétaires. Il y avait une rotation sectorielle, une rotation géographique des portefeuilles vers l'Europe qui était en train de se faire. Ou en tout cas, l'Europe c'était ni extraordinaire ni pas bien, c'était un plutôt important de croissance. La BCE ne parlait pas de hausse de taux, et puis on avait des PMI, des activités bien au-dessus de 50, et l'Allemagne était toujours repartie sur une belle croissance. On pricait plus d'1% de croissance, donc c'est vraiment la guerre en Iran qui a mis le couvercle là-dessus. Donc si on enlève ce couvercle à nouveau, le prix de l'énergie retombe. Il n'y a pas de raison d'être trop frileux sur les valeurs européennes. Le seul risque que je vois sur les valeurs européennes, pour moi, c'est un risque les marchés américains, je les trouve vraiment, par contre, surévalués. En tout cas, intégrant beaucoup de choses, beaucoup de progression de bénéfices ou autre. Donc, si ça venait à stagner un peu ou à corriger, je pense que là, l'Europe tirait un peu son épingle du jeu, un peu de rotation géographique. Voilà, je trouve que l'Europe. Mais c'est pas un peu tôt, Alexandre, pour tenir. Je vous écoute, ça m'arrive de vous écouter, et j'ai cru comprendre, j'ai ouï dire que vous anticipiez un rattrapage des marchés européens par rapport aux marchés américains, dû au fait qu'il y a un petit bout de papier qui a été signé. Mais est-ce que c'est suffisant selon vous? Alors, encore une fois, on disait que le début d'année se passait bien. C'est la guerre en Iran qui a tout fait déraper. Les taux se sont redressés. La guerre est toujours là, en fait, en réalité. Oui, mais ce qui compte pour l'Europe, c'est ce que le pétrole arrive ou pas. Et surtout, à quel prix on achète ce pétrole-là pour les entreprises, pour les consommateurs à la pompe, etc. Donc, à partir du moment où vous enlevez ça, ce que j'expliquais dans le raisonnement, c'est que les valorisations européennes sont dans leur moyenne des 10 dernières années. Donc, on n'est pas au-dessus, pas en dessous. On est sur un prix moyen. Donc, c'est pas non plus trop cher. Les États-Unis, eux, on sait que historiquement, ils seront toujours plus chers que l'Europe. Ça, le débat, c'est pas ce qu'on va revenir sur les niveaux de valorisation des marchés américains, ça j'y crois pas une seconde. C'est simplement que les marchés américains, sur leur valorisation à eux, par rapport aux 10 dernières années, ils sont très nettement au-dessus de cette moyenne 10 ans. Donc en gros, eux s'écartent de leur moyenne, nous on s'écarte pas de la moyenne. Donc l'Europe, les niveaux de valo qu'on a actuellement, ils intègrent tout ça, ce que vous disiez, un manque de compétitivité, manque d'innovation, croissance assez molle, c'est déjà dans les prix tout ça. Donc finalement, à partir du moment où le prix de l'énergie revient sur un niveau près normal, si à un moment donné les investisseurs décident d'alléger un peu sur la partie américaine, parce que résultat, un peu moins ce genre de choses, ou que l'IA a un point d'investissement à un moment donné. Je pense que l'Europe, n'étant pas excessivement chère, et l'Europe a de bons rendements. On rappelle aussi le dividende yield, c'est-à-dire ce que rapportent les dividendes au sein du CAC 40, on est entre 3 et 4% par an. Les dividendes yield côté États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de boîtes de croissance dedans, mais c'est à peine 1%. Donc on est aussi bien rémunéré à attendre sur le CAC 40, même si le marché ne fait pas 15%. Et ça, c'est un argument.
On va parler SpaceX, Alexandre. Comme tout le monde, on a tous dit que ça allait se casser la tronche. Ça explose. Ça va pas durer longtemps de toute façon. Bon, moi, c'est une... On est passé, en gros, le prix de l'IPO, c'est 135. Ouais. Ça a ouvert autour de 150. On est monté à 200, 215, 220. Dans ces zones de prix, c'est du 2800, presque 3000 milliards de market cap. J'ai fait une petite note de marché récemment dessus en disant que dans ces zones de market cap, vos voisins, c'est Amazon. Vos voisins, c'était qui? J'ai oublié l'autre, mais Microsoft, Microsoft également, qui sont des monstres de cash. C'est-à-dire, Microsoft, c'est 125 milliards de dollars de bénéfices. Pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Amazon, 90 milliards de dollars de bénéfices. SpaceX, c'est 4,9 milliards de pertes. C'est même pas zéro, c'est 4,9 milliards de pertes. Alors, on sait, l'idée, c'est pas de dire, donc, ça vaut rien. C'est une boîte de croix qui sera en croissance dans les années à venir. Donc, c'est ça le pari qui est fait. Mais on a très bien expérimenté avec Tesla, par exemple, que la boîte peut ne pas gagner d'argent pendant des années, et les investisseurs ont fait le pari que Tesla allait commencer à en gagner. Et malgré ça, on a toujours des multiples sur Tesla qui sont complètement hallucinants, des 300 fois les bénéfices, alors que la moyenne du Nasdaq, c'est entre 30 et 40 fois les bénéfices. Donc, c'est sûr que la communauté qui achète Elon Musk, elle est prête à payer ça on le sait. Ce sont des groupies, en fait, en quelque sorte. C'est un pari il est tellement extraordinaire comme personnage qu'il ne peut pas rater ce qu'il entreprend. Donc, il y a une espèce de croyance, un truc un peu religieux que il ne faut pas parier contre Elon Musk. Mais, encore une fois, la rationalité du marché, elle peut aussi revenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, 3 000 milliards, vous êtes comparé à des groupes qui sont, encore une fois, 125 milliards de bénéfices en face. Il y a un modèle économique voilà. Donc, il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, SpaceX devienne archi rentable comme un Microsoft ou un Amazon. Donc, je dirais qu'il se doit redescendre. Moi, je pense que revenir, par exemple, au prix de l'IPO, 135, ce serait un prix plus normal. Et même là, je le trouverais cher. Oui. Donc, pour moi, c'est plutôt 100, 130 dollars qu'il faut aller chercher plutôt que se naviguer à 200 dollars. Et après, quand la boîte prouvera que le modèle est rentable, là, effectivement, et je trouve que ça a des caractéristiques un peu comme Facebook à l'époque, si on se souvient bien. Quand Facebook est rentré en bourse, dans les mois qui ont suivi, c'était moins 40, moins 50%. Donc, c'est pas rare dans des IPO qui font moins 10, moins 20, moins 30. Et c'est voilà, ça ne veut pas dire que la boîte ne vaut rien, mais autant je trouve que là, elle est surpayée, autant si elle redescend vers les 100 dollars, je pense que là, il faut en être. Voilà. Ça, il faudra en être. Hier, SpaceX a perdu 5%, c'est peut-être le début d'une forme de... c'est léger. C'est léger, exactement. 2%, selon moi, pour trouver un prix plus raisonnable, encore une fois, par rapport aux voisins dans quelques jours. Le Nasdaq va intégrer SpaceX d'ici quelques jours, donc les voisins immédiats, encore une fois, ça n'a pas vraiment de sens à ce jour, sachant plus que dans SpaceX, il faut tous remarquer, c'est que le gros de la dépense aujourd'hui, 3/4 de la dépense se porte sur l'IA. Donc, et malgré ça, la partie, de toute façon, et la partie rentable, c'est le reste. C'est-à-dire que c'est pas l'IA. La connectivité, c'est rentable, Starlink, c'est rentable, et toute la partie spatiale, lanceur autre, c'est rentable. Donc, si vous avez SpaceX, XAI, c'est rentable. Si vous intégrez ce qui a été fait depuis quelques temps, XAI, c'est une boîte qui gagne pas d'argent. C'est ce que disent beaucoup d'observateurs, qu'en fait, en réalité, les fonds qu'il a levés qui sont gigantesques, ça lui sert à investir dans l'intelligence artificielle. En fait, en réalité. Et la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres besoins Là, il a mis, on rappelle, une fraction du capital en bourse. Donc, moi, je pense qu'il y a une possibilité qu'il y ait une autre partie qui arrive dans les trimestres à venir. Donc, il y a des millions d'actions SpaceX qui vont débarquer sur le marché. Ils brûlent à peu près 30 à 40 milliards cette année, donc de cash pour le développement de l'IA. Donc, ils ont levé 80 milliards à peu près. Donc, ils peuvent tenir effectivement peut-être un an et demi à ce rythme-là. Sauf s'ils brûlent encore plus de cash. Donc, ça suffit pas normalement, sauf parce que XAI devient over-rentable en un an et demi. Moi, je pense qu'il y a encore besoin d'alimenter l'investissement là-dedans. C'est pour ça que je trouve que les valos sont assez incohérentes à ce stade. Ok, très clair. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous ce matin. Alexandre Baradez, vous êtes Chief Market Analyst chez IG, avec nous régulièrement et je vous en remercie. De notre côté, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur tvfmedia.fr ou sur notre chaîne YouTube TV Finance. Et on se retrouve demain à la même heure. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Finance. À très bientôt.